Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est la première vidéo que je fais cette année et pour cette vidéo, j'ai un invité spécial. Avant de te le présenter, je vais t'en dire plus sur le sujet de cette vidéo. Donc, dans la mouvance du développement personnel, du coaching, on voit très souvent en fait, des propos autour de la notion de l'argent, de l'abondance, et très souvent en fait, je trouve que ces propos sont très, spiritualisés. Hein, d'ailleurs quand on parle abondance, on parle pas, de fric, de pognon, d'oseille et cetera et moi j'avais envie d'aller à la rencontre de quelqu'un dont c'est le job en fait. C'est le job de gérer de l'argent et donc mon invité aujourd'hui est Morgane Zapoula qui est conseiller en placement patrimoine et placement immobilier et j'avais envie en fait d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est sur le terrain depuis une vingtaine d'années avec son entreprise. Déjà sa vision à lui en fait en tant qu'entrepreneur, mais aussi qu'est-ce qu'il pense de la relation à l'argent, les systèmes de croyances qu'on peut avoir avec l'argent, à quoi ça sert l'argent dans la vie. Donc en gros, c'est un petit interview. Il y aura certainement des suites dans la continuité des sujets. Donc si vous avez des questions que vous avez envie de poser à Morgane, vous pouvez les poser dans la vidéo. Il viendra les lire. On va certainement faire une suite. Si vous avez envie de partager vos expériences, allez-y, faites-le, ça sera enrichissant pour tout le monde. Et donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est qu'on va parler en fait déjà de tout l'héritage. Alors non pas l'héritage financier, mais déjà l'héritage culturel, familial, sociétal, religieux en fait que peut représenter l'argent et comment ça vient teinter notre façon d'être en lien avec cet outil, parce que c'en est bien un. Morgane va nous le préciser tout à l'heure et nous donner sa vision là-dessus. Voilà, eh ben, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Au bout de la vidéo, je vais te proposer un exercice d'introspection qui va dans le sens en fait des suggestions qui ont été faites par Morgane dans la vidéo. Salut Morgane, bienvenue. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on commence dans le vif du sujet sur les croyances qu'on peut avoir liées à l'argent et comment ça impacte notre vie, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous dises qu'est-ce que tu fais dans la vie. Eh ben, déjà, salut Aurélie. Alors moi, je suis très flatté déjà d'être là. Je suis très flatté que tu m'aies contacté. Mon métier, alors attends, mon métier, je suis fiscothérapeute. Moi, je- moi, j'accompagne les gens à maîtriser leur fiscalité. Voilà. Mon métier, c'est d'accompagner, d'aider les gens à construire des stratégies patrimoniales qui leur conviennent. Parce que l'élément de base, c'est que deux personnes qui ont les mêmes revenus, même fiscalité, même patrimoine, même argent, peuvent avoir des solutions complètement différentes. Moi, je me sens investi d'une mission, c'est remettre la finance au service de l'homme avec un grand H, donc on pourrait dire de l'humain, Oui. pour pouvoir justement laisser les personnes qui sont concernées avancer vers leur propre chemin, un chemin en tout cas qui leur correspond. Donc, je me bataille tous les jours, je suis sur le terrain tous les jours, je me bataille là-dessus. Voilà, on explique dans la globalité les règles du jeu parce que je considère qu'on est dans un jeu global, général. Et en fait, malheureusement, on n'en connaît pas ou très, très mal toutes les règles et notamment les règles de ce qui nous entoure. Donc c'est ça mon métier, accompagner les gens à construire leur propre chemin patrimonial en utilisant différentes stratégies pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et Et un facilitateur de liens sains avec l'argent. On pourrait dire ça comme ça? ouais, un facilitateur de liens sains avec l'argent. Ouais, ouais. Oui, Ouais, c'est ça. qui- Oui, oui, bah oui, oui. Parce que, bon, on va en parler, mais effectivement, l'argent, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions autour de ça? Oui, ouais, je prends. Je vais même le noter, tiens. Facilitateur. Génial. Ah, Ben, génial. super. Je veux bien que tu nous dises déjà pour toi, qu'est-ce que c'est l'argent? Parce que j'imagine que, comme tu vois depuis déjà de longues années de nombreux clients, tu te rends bien compte que pour chacun, c'est un truc différent, l'argent. Mais déjà, pour toi, c'est quoi l'argent?
Et à quoi ça sert? Alors, quand on me pose ce genre de questions, je vais te répondre vraiment en live, mais quand on me pose ce genre de questions, moi j'ai toujours un réflexe, quand j'ai le temps de réfléchir, c'est de pouvoir revenir à la définition et au sens propre de l'argent. Oui. L'argent, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour les personnes d'échanger des produits et ou des services, d'accord, de manière mesurée le plus juste, de manière la plus juste et la plus précise possible. Exemple, à l'époque où il n'y avait pas d'argent, on rentrait dans des systèmes de base qui étaient en fait le système du troc. Tiens, j'ai du lait de chèvre, toi, tu as des carottes, ok, je t'échange 3 carottes contre un litre de lait de chèvre, etc. La problématique dans l'évolution, on va dire, de l'homme, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se pose des questions, on est quand même au 3e millénaire. Aujourd'hui, on se pose des questions autour des thématiques de l'argent, mais j'ai l'impression qu'on a mis une importance capitale autour de ça et qu'on en a oublié les fondamentaux, en fait, les fondements de base de l'argent. C'est vraiment un système d'échange. Le Oui. but, c'est de pouvoir avoir une représentation envers quelque chose, je dis bien quelque chose, qui est divisible, que l'on va tous reconnaître, un échange, un produit dans lequel on va tous avoir confiance pour dire, eh ben, en fait, une pièce, avec une pièce, je sais que ça vaut tant, et avec cette pièce-là, je sais que je pourrais acheter une multitude de choses. C'est la confiance dans la monnaie qui fait que l'argent est utile dans notre vie au quotidien. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le débat tout de suite, mais aujourd'hui, on a des grosses thématiques, notamment sur l'argent au sens large, avec par exemple principalement la crypto-monnaie, où en fait, il y a des personnes qui ont voulu sortir, parce que qui dit argent, on pense banque, on pense système global, système financier global, capitaliste, capitalistique, etc. Mais en fait, à la base, c'est hyper simple. C'est juste avoir quelque chose qui nous permet d'échanger des produits ou des services de manière hyper juste et précise. Voilà. Donc, comme à une époque, il y a eu le sel, comme il y a eu ce qu'on appelait les breloques, comme on a eu, je veux dire, le blé, je veux dire, l'oseille, c'est des mots qui font partie de notre quotidien, mais on a oublié en fait que c'était à la base des produits qui nous permettaient d'échanger. Donc voilà, après, on pourrait parler justement de cette reconversion qui est en train d'arriver avec une nouvelle monnaie qui est en train de faire un petit peu le buzz quand on parle de la crypto, avec ses hauts, ses bas, etc. Mais c'est exactement ça. Donc, pour résumer, moyen d'échanger des services ou des produits de manière la plus juste possible et élément dans lequel on a confiance, dans lequel la masse a confiance pour pouvoir échanger. Ok, donc on pourrait dire que c'est un outil de justesse d'échange finalement, et que surtout ça se pose dans le lien humain, parce qu'en fait tu peux pas aller échanger avec, je sais pas, avec un ours de l'argent dans sa grotte, tu vois. Quand tu vas en forêt cueillir, je sais pas, des fraises des bois, t'as pas besoin d'argent pour ça non plus, donc c'est vraiment quelque chose qui se pose d'humain à humain et qui recherche en fait une justesse dans ce mouvement donner-recevoir. C'est ça. Alors, Ouais. d'humain à humain, c'est hyper important, puisqu'en fait, nous sommes des animaux évolués. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre nous, on a des règles dites et non dites qui nous permet en fait d'avoir un certain équilibre, un certain échange, que ce soit émotionnel, intellectuel, etc. Ce qu'il n'y a pas avec l'ours quand on veut aller échanger quelque chose avec lui. Donc, effectivement. Ouais, carrément. Et c'est intéressant parce que là, tu dis des règles dites et non dites. Et pour beaucoup de gens, l'argent, ça véhicule énormément de sous-entendus, tu vois, comme s'il y avait des lignes de code qui ont été captées à certains endroits. Euh, et du coup, on a une représentation de l'argent de moins en moins proche finalement de cette définition que tu donnais, qui est une définition technique de ce à quoi ça sert.
les gens s'en font de plus en plus une représentation avec un système de croyances. Et dessus, ben, on va pouvoir mettre: «J'aime l'argent», «J'aime pas l'argent». On peut entendre énormément de choses, l'argent, corrompt les cœurs, pourrit les mœurs, ce genre de choses, ou au contraire, l'argent, t'ouvre les portes, de la réussite, du bonheur, ou alors le contraire, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, j'ai pas pris le temps de faire une liste, tu vois, de toutes les citations qu'on peut trouver sur l'argent, Ce mais sera chacun, intéressant. Ce serait ça serait intéressant. D'ailleurs, super intéressant. ce qui serait même intéressant, ce serait que ceux qui visualisent cette vidéo, parce que je suis sûr que parce que enfin, l'objectif, c'est que ce soit participatif. C'est si vous avez des phrases qui permettent je vais dire, de faire parler justement cette notion de croyance. Tu disais l'argent ne fait pas le bonheur, ce genre de choses. Mettez-le en commentaire ou envoyez-les nous parce que ça, c'est Ouais, des trucs hyper intéressants. Parce qu'en fait, ça vient soulever pas mal de choses. Enfin, je me permets, hein, Aurélie, mais tu mais as parce que raison. le sujet, je le trouve génial. Euh, et pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais je trouve, en fait, on pourrait lister des choses qui sont extrêmement complexes, et c'est un peu comme on a tous hérité ça de notre culture, de notre environnement, de nos familles, des gens qu'on a rencontrés. Tu me partageais, la dernière fois qu'on s'est eu, tu me partageais cet ami, de jeunesse, qui te disait, «Je suis trop pauvre pour m'acheter de la merde». Tu vois, cette citation qui t'a marqué? Qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas unique. Moi, j'ai déjà entendu, des gens dire ce genre de propos, et c'est hyper intéressant d'identifier comment on perçoit l'argent. Alors déjà, il y a ce que nous, on en pense, mais il y a aussi toutes ces petites phrases qu'on aurait tendance à oublier, mais qui sont là, en ligne de code. Et alors, bah, moi, j'aimerais savoir, dans ton travail, est-ce que, quand tu rencontres des clients, est-ce que tu peux ressentir ou voir ou même parler de ces sujets, qui sont comment les gens ils perçoivent l'argent? Tu vois? Cette question finalement, «Qu'est-ce que tu penses de l'argent? C'est quoi pour toi?» Et puis limite, on pourrait poser la question: «Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu aimes pas?» Mais c'est presque une question indécente à notre société, tu vois? De poser cette question-là, quoi. Voilà, Alors, bon, il y a plusieurs questions, hein, je te laisse rebondir comme tu veux. alors, Aurélie, est-ce que tu me permets de venir te chatouiller et te bousculer un petit peu? Vas-y, carrément. Toi-même, tu dis, c'est presque indécent. Ouais, Oui. Et effectivement, tu fais un retour sur ce que les gens perçoivent. Bonne éducation judéo-chrétienne, etc. On ne parle pas d'argent, on ne dit pas, je parle français, oui, franco-français. On ne dit pas combien on gagne. Enfin voilà, il y a un côté un peu tabou. Et je me permets de prendre des notes de temps en temps parce que tu dis des choses très, je veux dire, qui engendrent plein d'échanges. Tu parles de ligne de code et en fait, moi, je fais un lien entre la ligne de code pour les personnes qui savent comment fonctionne un programme, par exemple, et la partie croyance. C'est oui, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, complètement. notre ADN, notre histoire familiale va représenter une base de code, une Ouais. base de ligne. C'est-à-dire que tu arrives déjà sur cette terre et tu as déjà, si tu veux, un environnement qui vient en fait codifier et t'apporter des croyances. Donc là, on est vraiment dans le non-dit. On est Oui, vraiment dans cette notion ADN. Et pour effectivement répondre à cette question de est-ce que c'est des questions qui arrivent, est-ce que je pose moi ces questions-là, bien souvent, je n'ai pas besoin de les poser en fait. Je n'ai pas besoin de les poser parce que quasiment d'entrée de jeu, parce que moi je fonctionne que par le bouche à oreille. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis sur le terrain. Mes premières transacts à l'époque, parce que moi je suis un pur produit de l'immobilier, je les ai fait, j'avais 19 ans. J'ai fini mes études, j'ai fait des études par alternance. J'ai fini mes études à 22 ans, j'ai créé ma société dans la foulée avec 2 tréteaux, une planche dans ma chambre et mes posters d'ado en détournant le fil du téléphone familial parce que il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a oui, maintenant. Euh,
avec les vieux modems qui font tout ça dans la chambre. Donc il y a toute une notion terrain. Et pour revenir à la question de base, est-ce que je pose la question? Je n'ai pas besoin de la poser, en fait. C'est tellement naturel. Alors, bien souvent, on me le dit naturellement ou je le perçois, en fait, de manière complètement automatique, de dire, ah, tiens, la personne là n'aime pas l'argent. Si je vois que ça pose vraiment un problème dans les échanges, dans la construction, parce que là, quand je dis problème, c'est dans une organisation patrimoniale, ce qui va faire la différence, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'humain qui est au centre des préoccupations. Ce n'est pas tellement de j'ai besoin du meilleur produit à placer. C'est entre ce que je veux faire, ce que je peux faire et ce que je dois faire. On en avait parlé la dernière fois entre nous. C'est effectivement ces trois axes-là. Et s'il y a une opposition, une sorte d'antinomie dans les objectifs, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, et notamment dans la notion des croyances envers l'argent. Ah oui, mais si à un moment donné, je deviens, je ne sais pas, on entend ça tout le temps en ce moment sur Internet, devenez riche grâce à l'immobilier, devenez le secret du bonheur, etc. etc. Ouais, mais le secret du bonheur, peut-être pour la personne qui vous le transmet, mais ce n'est peut-être pas le secret de votre bonheur. Si vous voulez aller vous balader en forêt, ne pas être contraint de gagner, je parle bien de contraint de gagner X milliers d'euros par mois pour pouvoir vivre, parce qu'en fait, une paire de crocs de bottes en cuir et je vais dire vivre au fin fond de la forêt, ça va bien, c'est cool. Mais à côté de ça, il y a des gens qui, eux, ne perçoivent pas du tout cette vision-là et qui vont, par contre, dire bah, moi, ce que je veux par rapport à mes standards, par rapport à ma vision, c'est d'être dans une voiture de luxe, j'en sais rien, peu importe, de partir en vacances aux Maldives. Si je n'emmène pas ma famille aux Maldives, bah, en fait, je suis un mauvais père ou une mauvaise mère, etc. etc. Et donc, c'est ça qui est fascinant, c'est que on va pouvoir essayer de mettre en opposition, enfin, de mettre sur le papier pour voir si on est en opposition entre les objectifs qu'on veut faire et ce qu'on est réellement. Et c'est là où c'est passionnant. Après, là-dedans, il y a tout un tas je dirais, d'éléments, de curseurs qui nous permettent de voir si on est en phase avec ça. Et en fait, dans les échanges, ça permet d'être beaucoup plus limpide, quoi. C'est magique. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais, je remets une couche de stabilo, tu es vraiment un facilitateur, parce que ce que tu décris comme process, c'est vraiment un process que je fais en coaching, alors qu'il y a pas forcément à voir avec l'argent, parce que les gens viennent pas forcément me voir avec cette question-là, tu vois? Mais qui est de, si entre ce que tu veux, ce que tu peux et ce qui se passe dans ta vie, il y a un truc qui grince, on va être obligé d'aller gratter dans les lignes de code parce que ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des codes qui sont en contradiction. Oui. Et alors après, moi, je trouve enfin, c'est ma vision, hein. Si les gens ne Ouais. sont pas d'accord, j'accepte de l'entendre. Mais j'ai l'impression, alors si vous êtes d'accord, dites-le, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se fait quand même pas mal de nœuds au cerveau Oui. sur des éléments qui pourraient être réglés en claquant des doigts. Et alors là, corrige-moi si je me trompe, Aurélie, mais bien souvent, c'est dans cette notion du lâcher-prise. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu t'écoutes toi en disant « écoute, ça, c'est pas pour moi bah, », pourquoi tu vas te forcer à le faire en fait? Enfin, Mmh. tu vois, il y a une notion de ressenti qui est hyper importante. Moi, je m'amuse dans les échanges parce qu'à un moment donné, j'ai des clients qui disent « ah oui, mais alors attends ça, machin, ça donne tel impact. Ah. » J'y attends, arrête-toi tout de suite. Tu m'as posé une question, je te donne une réponse. Elle te convient, elle ne te convient pas. Je dis juste que par rapport aux éléments techniques, moi, je te donne des éléments techniques. Sauf que Ouais. s'il y a une chose à retenir, c'est que l'affect affecte. Donc, si tu mets de l'affect dans une donnée technique, forcément, ça va impliquer ce qu'on appelle une notion émotionnelle, alors que la notion d'argent en tant que telle, et l'argent, c'est comme une fourchette dans un tiroir, quoi. Enfin, je veux dire,
c'est un objet, c'est un élément qui te permet de faire des choses. Tu as envie, ouais, je vais manger ma purée. Ok, tu la manges mieux avec quoi? Un couteau, une fourchette ou une cuillère? Tu as le choix. Mais ne te force pas à manger ta purée avec un couteau, sauf si vraiment tu n'as que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un Mais moment donné, cette notion du lâcher-prise est hyper importante. alors, plus que la notion du lâcher-prise, là, pour moi, tu soulèves quelque chose d'hyper fondamental, qui est hyper fort. Alors, je ne peux pas parler au niveau global, mais en tout cas, en France, en Occident, c'est d'avoir mis une couche d'émotionnel sur l'argent, tu vois. Alors, ça me Et, fait… Ouais. et avant que tu rebondisses, parce que je sais que tu vas me dire énormément de choses là-dessus, quand tu dis la mère ou le père là, qui se sent un bon père ou un mauvais père en fonction de s'il peut ou pas emmener, s'il a les moyens financiers de faire vivre telle expérience de voyage ou de donner telle activité d'équitation à ses enfants, j'en sais rien quoi, bah, direct c'est de l'affect en fait, tu vois, c'est de l'affectif. Et tu l'as bien dit, en fait, c'est un outil, c'est technique, tu vois, c'est comme si je te demande, qu'est-ce que tu préfères, un couteau ou une fourchette? C'est lequel ton préféré? Bah, en fait, c'est complètement idiot comme question parce qu'en fait, il y en a un qui a une utilité particulière ou l'autre une autre. Et puis on pourrait même faire un grand écart encore plus fort en disant, bah, tu préfères quoi, un rouleau à peinture ou une fourchette? Ouais, bah, ça dépend vraiment ce que je vais faire avec, en fait, tu vois. Et du coup, remettre l'argent à cette place d'outil, tu vois, et conscient pour remettre cette place-là, pour avoir ce lâcher-prise dont tu parles, on a besoin de se rendre compte qu'on met de l'émotionnel dessus. Argent, outils. Je pense que je garde, j'adore argent, outils. Et la question, c'est, alors je fais une traduction hyper directe. Est-ce que tu mets de l'affect dans ta fourchette? Ouais. Ah non, mais ma Bon, fourchette, tu je sais pas si tu étais prends… comme ça, mais moi, quand j'étais gosse, j'avais ma cuillère préférée pour manger des yaourts Et on et peut mon tout chocolat savoir. chaud. Mais c'est top, mais bien sûr, on peut tous l'avoir. Moi, c'est mon couteau. C'est parce qu'il a une histoire. Ouais. Mais, Ouais. c'est effectivement ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur la partie émotionnelle et l'argent. Mmh. C'est exactement, alors là, je vais en choquer certains, je pense. C'est exactement comme le mariage. Alors Alors là, développe pour qu'on sache s'il faut se choquer ou pas. alors là, la notion du mariage, quand tu creuses l'historique du mariage, mais quand je te parle de l'historique, c'est pourquoi est-ce que ça a été Oui, oui. créé au départ. Ça vient du Moyen Âge. Les problématiques, c'est qu'à l'époque, eh ben, en fait, tu pouvais très bien avoir des échanges et copuler avec qui tu voulais. Il n'y avait pas les moyens de contraception qu'on a aujourd'hui. Donc, du coup, tu avais des enfants qui naissaient. Et à la base, le mariage, pardon, est un contrat. Mmh. C'est une unification de famille pour avoir une reconnaissance dans la partie de transmission des terres. Ouais. Et là-dessus, effectivement, puisque la religion était très liée, je dirais, à la partie dirigiste, on va dire, Mmh. a mis ensuite une belle couche d'ancrage dessus. Et maintenant, quand on pense mariage, on pense bien souvent, après en fonction des nationalités, mais bien souvent église, union, etc., etc. Mais à la base, il faut rappeler que c'est une histoire de contrat, d'unification pour avoir la reconnaissance de savoir à qui est-ce qu'on transmet. Ouais. Origine de base. Et Ouais. c'est La complètement… passation des terres, quoi. Le patrimoine. Ah ouais, Ouais. complet. Mais tu m'étonnes qu'avec ce genre d'association, alors on joue, hein, là on joue, on n'est pas du tout en train de, pour ceux qui nous regardent, on n'est pas du tout en train de poser une vérité certaine, mais on peut jouer à ça et se dire, OK, donc si à une époque, pour l'unification et la sécurisation du dit patrimoine, qui était principalement des terres, il a fallu jouer comment on dit,
de créer en fait des unifications affectives. Alors après, en plus, on y a mis une couche de religiosité, d'engagement, de alors pour le christianisme, de pureté, de virginité, et cetera, de bonnes personnes, hein. Il y a ceux qui sont des bonnes personnes et qui Ah oui, ça se j'adore. et cetera, tu vois? Hein, la femme, elle est livrée avec l'emballage d'origine, comme ça, tu sais qu'elle a pas eu d'autres enfants avant, et cetera. Et en fait, derrière ces histoires-là, bah, forcément l'argent, il vient se greffer en fait dans la continuité de quoi finalement? De processus qui étaient tout à fait pertinents à l'époque, qui étaient des processus qui garantissaient ta survie, tout simplement en fait. Parce qu'en fait, si tu perdais des terres qui potentiellement, te revenaient, si tu avais pas moyen de récupérer, les terres qui étaient à tes parents et que tu devais, pour chaque être humain, recommencer de zéro, bah, en fait, ça changeait sacrément la donne en termes de survie. C'est exactement ça. C'est exactement ça, puisque tu te remets dans un contexte moyenâgeux, tu as un gamin qui arrive et qui dit ah, c'était, enfin, les parents décédés, bah, c'était mon père, c'était ma mère. Mais attends, qu'est-ce qui, enfin, tu sors Qu'est-ce d'où? qui prouve? Qui, Mmh. qu'est-ce qui reconnaît, qui reconnaît quoi, comment c'est quand même assez particulier. Et c'est Mmh. pour ça qu'il y a un lien direct entre la notion d'argent et de patrimoine. Alors après, Complètement. pour revenir à ce qu'on disait sur la notion notamment des croyances, Ouais, euh, euh, je pense que tout comme une ligne de code, hein, croyance, ligne de code, etc., je pense qu'on peut facilement euh, venir créer notre propre code. complètement. Et c'est là où je pense que toi, notamment dans le cadre de tes accompagnements, c'est là où je pense que tu peux très, très facilement, méthodiquement, mettre en place une reprogrammation, en fait. Mais une reprogrammation qui est propre à la personne qui se reprogramme. Complètement, Et c'est ça qui est magique. Euh, complètement. moi, Je j'ai parle toujours... de, je parle de croyances qui sont écologiques pour la personne. Tu vois? Exact. Elles sont pertinentes à cet instant T pour toi. Ouais, ça fait longtemps. Et c'est parce que chaque croyance, en fait, elle est là, en fait, elle a répondu à une injonction de survie à un moment, tu vois? On prend, par exemple, un exemple très standard qui n'a pas à voir avec l'argent. Quand un enfant, à l'école, il est en difficulté, et qu'il se fait un peu, brimé par la maîtresse, mais que à la maison, en fait, ça lui permet, d'obtenir du réconfort d'être un mauvais élève. Peut-être que tout d'un coup, ses parents deviennent plus souples ou plus accueillants ou qu'ils lui donnent un espace pour se plaindre ou pour, exprimer ce qu'il ressent. Bah, tout d'un coup, tu as plein de bonnes raisons d'être OK d'être nul, même si c'est pas vrai. Même si tu n'es pas le plus mauvais élément de la classe, tu vois? Mais tout d'un coup, en fait, ton système inconscient, là, il te demande pas ton avis, il fait: «Waouh, mais quand on est nul, on a plus de câlins de papa et maman et ils nous écoutent». Alors que quand on fait des bonnes notes, ils disent: «Ça va ta journée?» «Ah ouais, OK, c'est bon». Tu vois? Alors qu'en fait, si tu rentres en pleurant avec, ta mauvaise note, ben, en fait, tout d'un coup, oh, la vie de la maison s'arrête et on t'écoute. Ben, c'est à ce moment-là que tu crées ta croyance de «je suis nul» et elle est super utile parce que c'est une croyance qui te permet, en fait, d'attirer l'attention des gens que tu aimes. Enfin, c'est comme ça que ton cerveau, il l'a compris. Il a dit: «Ah, quand je fais ça, il se passe ça. OK, super, je garde. C'est utile pour ma survie». Puis un jour, en fait, bah, tu bien tu bien aller au-delà, tu as exploré, toute ton adolescence, le fait d'être celui qui est plaintif peut-être, enfin, tu vois, je pose une caricature, hein, ça reste que des caricatures et des exemples qui n'existent pas forcément, bah, c'est plus subtil et un jour, en fait, bah, tu as envie de reprendre, je sais pas, des études, mais il y a ce truc de: «Ouais, mais je suis nul» qui te met en stress. Bah, il va falloir aller décoder tout ça et en fait, il va falloir surtout comprendre le point 1 pour lâcher une croyance, il faut comprendre ton bénéfice secondaire. Donc une fois que la personne a compris qu'en fait, pendant toute une période de sa vie, elle a eu de l'attention et de l'amour dans cet exemple-là, avec cette croyance de «je suis nulle», mais en fait, elle peut dire: «Oui, mais aujourd'hui, j'ai plein d'autres moyens pour obtenir de l'attention et de l'amour et j'ai pas besoin d'être nulle pour obtenir ça. Du coup, cette croyance me sert plus à rien». À ce moment-là, elle peut commencer à être désinstallée C'est ça. ou renouvelée.
ou Bah, faire une mise à jour, tu vois? le constat, à la base, être conscient, et ensuite, Ouais, définition. Dans la partie, ce qui permet de… enfin, j'aime bien, moi, le côté assez ludique. Et le dernier coup avec mes gamins, puisque je suis marié, j'ai 2 enfants, on a regardé un dessin animé qui s'appelle Vice Versa. Je ne sais ouais, pas si tu as déjà vu. je Et en vois. fait, c'est génial parce qu'en fait, on a vraiment une image de ce qui peut se passer dans le cerveau en fonction on va dire, des événements qui nous arrivent autour. Et effectivement, on ne peut rien faire sur les événements. La seule chose qu'on peut faire, c'est modifier notre réaction face à ces événements. Complètement. On parlait la dernière fois c'était quoi? C'était la pub du poker. L'important, ce n'est pas les cartes, c'est ce que vous Mmh. en faites. Et en fait, c'est exactement ça. En fonction de ton tirage de cartes, tu vas Ouais, dire, bon, bah, OK, là, je peux y aller, là, je ne peux pas y aller. Parce que tout est en mouvement tout le temps. Et ça, on l'oublie. ouais. On essaye en fait de raisonner toujours avec le même système. C'est exactement comme pour les patrimoines. On a trois types principaux trois types principaux de structures patrimoniales: naissantes, croissantes et matures. Et à partir du moment, en fait, de là où on sait, enfin, genre, je fais toujours un lien avec le patrimonial parce que c'est quand même l'objet central, c'est cette notion de l'argent et donc de tout ce qu'il y a autour. Et effectivement, c'est de se dire, bon, quelles sont mes cartes? Je sais que j'ai ces cartes-là, et en gros, on va se poser soi-même des questions qui vont être: quels sont mes super pouvoirs? Peut-être que j'étais classifié en mode cancre Mmh. à une époque, et qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai développé pendant ce temps-là? Parce que le temps est passé et j'ai Oui. continué à me développer. Moi, j'ai une question que je pose assez régulièrement. C'est, enfin, quand on est entre potes, etc., pas forcément dans le cadre de mon boulot, mais je dis toujours: c'était quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? Mmh. Et là, et là, quand tu es gamin, tu te rends compte que c'est tous les quarts d'heure. Enfin, en tout cas, Ouais. moi, le mien, c'est à peu près ça. C'est à peu près le nombre de conneries qu'il fait au quart d'heure. Donc, du coup, en fait, on appelle ça des conneries, mais en fait, il découvre des trucs. Attends, je vais essayer de faire ça, et puis ça. Et puis, hop. Et nous, petit à petit, plus on avance, le sentiment que j'ai, c'est qu'on l'oublie. On devient adulte, donc d'un seul coup, en fait, on oublie de faire ça. On oublie les choses. Euh, Truc tout con, hein, je fais du parachutisme, j'ai fait des sports de combat pendant des années, donc je suis un combattant. J'ai été élevé avec une éducation méditerranéenne où les garçons, ça pleure pas, tout ça, on est fort, etc. Et là, récemment, je me suis mis à la couture. Waouh! Ça déchire à voir ça. Génial. Mais parce que quoi? Parce que ce qui me plaît, c'est de faire, de découvrir, d'apprendre. Donc, en fait, on sort de notre zone de confort. On va sortir de notre zone de Oui. confort. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il y a le regard des autres. Moi, je ne vous dis pas comment je me fais chambrer par mon père. Je fais de la couture. Ouah, Jean-Paul Gaultier, voilà. Alors, mais c'est génial. Donc, du coup, quand toi, tu es zen dans ta tête, quand tu dis, ouais, mais attends, regarde, parce que j'ai appris ça, j'ai appris ça. Du coup, quand on monte à cheval, je peux réparer, parce qu'on a fait de la bourrellerie avec mon épouse, etc. Et à un moment donné, on dit, ah ouais, mais regarde, ça nous permet de faire ça. Donc, en fait, on sort de notre zone de confort pour arriver à faire quelque chose de nos mains, quelque chose de pratique, de pratico-pratique, etc. Euh, et pourtant, et pourtant, rien dans la définition de mon cadre de travail de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, contrôlé par la Chambre nationale des CIF et qui elle-même est contrôlée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ne m'amène à faire ce genre d'expérience. Oui. Absolument rien. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça met en évidence que, les apprentissages, qui sont pas, vécus par l'expérience directe ont beaucoup moins, d'importance en fait pour se construire dans la vie et ça m'amène à avoir envie de te poser cette question, mais qui nous enseigne à faire
avec l'argent, à être en lien avec l'argent, à avoir une vie concrète. Alors moi, j'ai grandi en Suisse, donc j'ai eu des cours qu'on appelait, comment ils appelaient ça? Culture générale. Et donc tu parles un peu de civisme, tu parles d'économie, de comment ça marche, mais à aucun moment on te dit genre: «OK, pratico-pratique, quand tu vas t'émanciper, avoir ton autonomie financière, il va falloir gérer ton argent. Qui t'apprend à faire ça si tes parents ne l'ont pas fait? Où est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui ce genre de choses?» Et finalement, la question, c'est que les gens qui osent, tu vois? Comme tu le dis, qui tentent, hein. Toi, tu étais hyper jeune, en fait, quand tu as commencé à placer dans l'immobilier. Tu l'as sur Est-ce que tu l'as fait d'une place de: «Vas-y, ça me pète, je vais faire ça, on va voir ce qui se passe», tu vois? Ou est-ce que c'était déjà super intellectualisé? Ah! C'est une question, là, c'est une question qui est, je dirais, dont la réponse, est dans le fond de ma personne. C'est hyper Mmh. personnel. Moi, pour mon histoire, en tout cas la mienne, Ouais. moi, je suis issu d'un couple parents qui sont encore ensemble, ont divorcé. Il faut le préciser parce qu'aujourd'hui, Oui. on a inversé un petit peu une tendance globale. Donc, un couple qui est ensemble, qui s'engueule toujours autant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent passer énormément encore de temps ensemble, parce qu'en fait, au final, ils ne s'ennuient pas. Et moi, je suis alors, c'est pas je suis, c'est nous sommes, parce que j'ai une petite sœur qui a 9 ans de moins que moi et qui elle-même a créé sa propre société et elle avait une vingtaine d'années également. Donc, Ah elle, ouais, OK. ouais, elle est esthéticienne, elle a son salon d'esthétique. Elle a fait 15e au championnat du monde en dermopigmentation. Enfin, voilà. Donc, nous, en fait, à la base, on a eu une chance extraordinaire, c'est d'être le résultat d'un mélange complètement antinomique. On parlait de ça tout à l'heure. Ouais. Ma mère, c'est un frein géant et mon père, c'est un accélérateur, c'est une fusée. Et en fait, à l'intérieur de ça, eh ben, en fait, nous, on a grandi à chaque fois sur ce fil. En fait, on a avancé sur ce fil qui était hyper tendu. Parce que, pour revenir un peu là-dessus, sur cette éducation, qui est-ce qui nous donne? Je pense que nous ne sommes pas le résultat de nos parents, contrairement à ce qu'on pense, mais je pense qu'on est le résultat en premier lieu des grands-parents et des aïeux. Mmh. Parce qu'en fait, nos parents ne font que subir je parle de notre génération, hein, Oui. subir un résultat qu'eux-mêmes ont vécu avec des croyances. Euh, à partir du moment où euh, le père est un accélérateur, enfin, pour moi, une fois de plus, je parle de moi, hein, donc Ouais. de mon vécu, on va dire. Le père était un accélérateur. Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu fini mes études, j'ai voyagé, je me suis éclaté, j'étais avec des copains, on a bien bougé. Je suis revenu, mon père me dit, bon, ok, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, en fait, la première chose, c'est l'inactivité chez nous est impossible. Mmh. Déjà, de base. Donc, ça veut dire que forcément, il va se passer des trucs. On ne sait pas dans quel sens, on ne sait pas où, on Oui. ne sait pas quoi. Donc, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben, je ne sais pas. Je suis revenu à mes premiers amours parce que j'ai quand même arrêté pendant un an la notion de transaction immobilière. Et il me dit, bah, écoute, est-ce que tu vas bosser pour quelqu'un? Comment est-ce que tu vas? Je dis, non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est, on va dire, avoir mon propre chemin, créer mon propre chemin. Il m'a dit, OK, il m'a dit, sache une chose, financièrement, je ne peux pas t'aider. En revanche, tu auras toujours un toit et de quoi manger. Putain, mais génial. Mais en fait, on a besoin de quoi d'autre? Ouais. Rien d'autre. Juste, il me dit, vas-y, parce qu'il me dit, de toute façon, le mec qui met en confiance quand même, hein, je vais te mettre dans le contexte, si ça ne va pas, si tu te casses la figure, il vaut mieux se relever quand tu as moins de 30 ans, parce que tu as plus de temps devant toi, que quand on a 45 ou 50, avec une famille et des enfants à Ouais. élever. OK, bah OK, d'accord, ça marche. Et on est parti comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai été boosté j'ai eu cette chance d'être boosté à la confiance en soi et Mmh. à l'amour familial. Ça a vraiment été mes cartes,
en tout cas. Ouais. Ça a été mes deux cas. Alors, par contre, financièrement, il a fallu que je me débrouille, quoi. Et tu as d'autres personnes qui vont avoir l'effet inverse. Parce que moi, j'en rencontre Ouais. des gens qui, financièrement, sont super en place, mais qui n'ont pas eu forcément, qui n'ont pas tiré les cartes cœur. Oui. Et donc, effectivement, c'est d'autres problématiques. Mais dans tous les cas, il y a du bon et du positif et des axes d'amélioration, des choses à aller améliorer, des choses à améliorer. Donc, c'est fascinant. Donc, pour répondre à la question du qui, je pense que c'est vraiment la notion des aïeux. L'histoire familiale, d'où ça vient, etc. Moi, ma mère n'a jamais manqué de rien toute sa jeunesse, mais elle n'était pas heureuse. Ouais. Elle Ouais. n'a pas eu de l'amour. Et après, tu sais, les gens ont deux réactions. Il y a des gens qui vont être élevés en manque d'amour et qui ne vont pas en donner à leurs enfants. Et puis, tu as des gens qui vont avoir été en manque d'amour et qui vont surdonner de l'amour. Oui. Donc, à chaque fois, il y a une espèce il y a un choix qui se fait, il y a une intersection qui se crée et qui vient donner ça. Et de l'autre côté, mon père, lui, a été bercé avec, il a manqué de tout, 5e d'une famille de 10 enfants quand même. D'accord. Donc, à l'époque, je veux dire, la mamie, elle était quand même super motivée, hein, parce qu'il fallait quand même pouvoir élever tout ce monde-là. Ouais. 5e d'une fratrie de 10 enfants. Et résultat des courses, donc matériellement parlant, il n'y avait rien. Par contre, en fait, comme il est rentré à l'école jeune, mais qu'il en est sorti très jeune, il n'a pas eu le temps d'être perverti par le système. Lui, en fait, il s'est créé ses propres règles. Ouais. Et il a tiré ses propres conclusions. Et donc, du coup, il m'a dit, en fait, tu sais que tout est possible, donc fais. Il y a une phrase qui m'a marqué, et ça, c'est vraiment cadeau. Alors, s'il y a des phrases des parents comme ça qui vous ont été données à un moment donné, pareil, Ouais. donnez-les nous, parce que c'est vachement intéressant. Je trouve que le fait d'échanger, il m'a dit, mais si lui, il le fait, pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Et là, quand tu es gosse, tu fais ah ouais, d'accord, ok. Et dans les mêmes leçons, moi, ma première leçon, celle qui m'a marqué, je devais avoir 13 ou 14 ans, et je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y en a qui se souviennent de ça, les Air Pump Reebok. Ouais. Des Moi, je m'en chaussures, souviens. des chaussures qui valaient 1000 francs, je crois, Ouais. comme ça à l'époque. Ouais. Et donc, comme tout ado, je vais voir mes parents, je dis, ouais, mais moi, je veux une paire de Reebok et tout. Et mon père venait d'investir dans un tout petit truc pour la première fois. Et il me dit, j'ai trouvé. Un ouvrier, ça gagne tant de l'heure. Ta paire de chaussures, elle vaut tant. Donc, tu vas travailler pour moi tant d'heures. Donc, j'ai travaillé. En l'occurrence, j'ai tapé du crépi, j'avais des ampoules et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Et au moment où j'avais fini mon job, je suis allé le voir. Je dis, bon, alors, vas-y, donne-moi les sous. Et là, il me regarde, il me dit, non, tu voulais une paire de baskets. Donc, on va aller les choisir ensemble et tu repartiras avec la paire de baskets. J'ai jamais voulu de la paire de baskets. J'ai pris les sous. Ouais. C'est dingue. Tu vois, Ah, mais la ça, notion c'est une d'argent. leçon hyper puissante. Tu as percuté en fait que tu avais beaucoup plus de possibilités avec l'argent. Et une fois que tu t'es passé par le fait de travailler, ben, tu voulais les possibilités de l'argent, quoi, et pas les baskets. Mais C'est ça, hyper intéressant. tu le sais pas. Toi, tu es dans la vie du truc. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les questions qu'il faut se poser, c'est Quelles sont mes cartes? quelles sont les cartes? Ouais. Et là, comme tu invites à le faire, remonter l'histoire familiale Ouais, des deux côtés ouais, et de prendre note de est-ce qu'il y a eu du manque ou est-ce que tous les besoins étaient satisfaits, mais aussi garder en tête le côté affect qui vient vite rentrer en interaction avec l'argent. c'est ça. Et ensuite, il manque un axe, Ouais, c'est qu'est-ce que toi, tu veux mais offrir oui. demain? Que tu aies des enfants ou pas d'enfants, peu importe. Qu'est-ce que toi, tu vas offrir aux autres? On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. D'accord?
plus tu côtoies des gens différents de ce que tu es, plus tu vas monter en compétence dans la globalité. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, c'est OK, comment est-ce que je m'imagine? Qu'est-ce qu'on fait? Je passe d'un patrimoine naissant à un patrimoine croissant. Je veux le faire croître jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle envie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Et là, je ne parle pas forcément de financier. Je ne parle Mhm. pas de Oui, forcément… ça peut être des compétences, ça peut être du savoir-faire, du savoir-être, etc. Il y a des périodes. Il y a des Bien sûr. périodes. Moi, je dis toujours, les planètes, elles sont alignées ou elles ne sont pas alignées. Il y a des fois, rien ne va. Enfin, je veux dire, Oui. je me lève le matin, je me dis, waouh, ça ne va pas, c'est la merde. Mais je lâche tout de suite. Chose qu'on ne peut pas faire des fois quand on n'a pas sa boîte, enfin, quand on n'est pas Ouais. indépendant. Mais je lâche tout de suite. Enfin, je dis ça, mais j'ai été salarié quand même tout le temps de mon contrat de qualif. Et si, je fonctionnais déjà comme ça. Mais j'avais un patron qui était hyper philosophe et qui, au final, était plus axé sur des résultats que Mm. sur un côté, tu es là de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc voilà. Donc après, ce qu'il faut, c'est faire les choses avec passion. Oui. Mais en gros, c'est ça. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux donner? Parce que bien souvent, la problématique, c'est que les gens, pour eux-mêmes, ils n'arrivent pas à admettre qu'ils vont progresser ou ils n'acceptent pas de vouloir eux-mêmes progresser de peur de changer, de peur du regard des autres, de peur hein, on parle de sujet d'argent. Ah, si je gagne trop d'argent, les gens vont changer. Si demain je gagne au loto, ça va changer, etc. Oui, ça va créer un tourbillon. Mm. Mais si le tourbillon, il est fait de manière évolutive et complètement assumé, ça se passe super bien. Il faut juste, par moment, faire les choses étape par étape. Je parle Ouais. beaucoup. Hein. Non, 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 c'est super intéressant. Ça me fait penser à une blague. Je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Peut-être toi, tu la connais, mais Ouais. je la trouve énorme parce qu'elle met en évidence. Là, tu parles du mouvement, tu vois, et du coup, tu as parlé du fait d'entreprendre, d'oser, tu vois, de sortir de sa zone de confort. Et avec l'argent, notamment ce jeu de, OK, si je veux recevoir, il faut que je sache aussi qu'est-ce que j'ai envie de donner. Il y a vraiment ce jeu d'échange, mais il y a un moment où en fait il faut se mettre en mouvement. Et donc j'imaginais, parce que dans ma tête c'est souvent en image, j'avais l'image, tu vois, du mec avec son jeu de poker qui regarde ses cartes. Alors je sais pas si c'est déjà, moi ça m'est déjà arrivé. C'est genre, mon jeu, il est nickel, mais je peux pas le poser, tu vois? Et je reste comme une conne à pas avoir le courage d'enlever une carte qui va défaire, tu vois, mon set pour que j'aille quelque chose que je puisse poser, tu vois? Prendre ce risque-là, la prise de risque. Et du coup, cette blague, elle illustre un peu ça. C'est l'histoire du mec qui joue tous les jours au loto mais qui est très pieux. Alors, vous pouvez mettre la religion que vous voulez derrière, ça m'est complètement égal. Mais tous les jours, il fait ses pratiques spirituelles, religieuses, il prie, etc. Il souhaite des belles choses pour le monde, pour les gens. Enfin, c'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance. Et il termine toujours sa prière en disant, s'il te plaît, Dieu, fais que je gagne au loto. Et le mec, tous les jours, en fait, il fait ses pratiques, il fait sa journée, il prie, commence par une prière, finit par une prière, etc. Et ça se déroule comme ça, mais pendant des années, quoi. Et un jour, il y a des petits anges qui le regardent et ils le regardent faire et ils voient en fait sa vie qui est exemplaire, il fait des bonnes actions dans son quotidien, il prie, etc. Et le mec, il souhaite de tout cœur il souhaite de tout cœur gagner au loto. Tu vois, vraiment, c'est un truc récurrent et il demande ça à la fin de toutes ses prières. Et puis le petit ange, il trouve que quand même la situation, elle est un peu deg, que Dieu, il pourrait se donner un peu de peine et donc il va voir Dieu, puis il fait, mais dis donc, lui, juste, c'est un fervent croyant, c'est une belle personne, fait des belles actions et en fait, il ne demande pas grand-chose, il demande juste de gagner au loto une fois, en fait, c'est pas le bout du monde. Tu pourrais filer un coup de main. Et Dieu, il fait, ben, je voudrais bien, mais en fait, il achète jamais de tickets, comment tu veux que je fasse? C'est Voilà, il y a un exactement. moment où il faut faire ta part. C'est ça. Mais le mouvement crée l'énergie. Hein. C'est ça. Le mouvement crée l'énergie. Il vaut mieux que tu fasses quelque chose qui n'est pas parfait, Mm. mais que tu fasses quelque chose dans tous les cas. Ouais.
Donc, à partir du moment, là, la première action à faire, c'est dans les bases d'organisation patrimoniale, on a beaucoup de gens qui me disent « Ah là là, j'ai rien fait pendant des années. Tiens, moi, je reçois souvent donc des SMS ou des messengers. On me dit « Voilà, je t'appelle de la part d'un tel, etc. C'est le premier mouvement. Hmm. C'est le premier mouvement. Et quand on se rencontre la première fois, on dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, tu as un sursaut? Alors, tu en as qui disent bah, j'ai pris une secousse par ma copine parce que fallait absolument que j'actionne quelque chose parce que ce n'était pas possible d'avoir de l'argent sur les comptes ou un patrimoine ou une fiscalité qui me mange petit à petit, etc. C'est un ras-le-bol, c'est un déclic. Et en fait, c'est ça le truc. C'est le mouvement crée l'énergie. On s'en fout en fait de la finalité. C'est l'action de base qui va déterminer ensuite si c'est positif ou pas. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Moi, je kiffe, c'est rencontrer des gens. Donc à partir du moment où je dis OK, on s'appelle, on se cale un rendez-vous, on discute en visio, OK, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, OK, bon, bah voilà, tu as des gens qui se retrouvent des fois avec des sommes de dingue sur les comptes courants. Tu as des gens qui vont avoir des savoir-faire de dingue et puis qui n'auront pas une thune. Et puis là, on va échanger. Et puis, ça m'arrive très souvent de dire, attends, moi, je ne peux rien faire pour toi à ce niveau-là. Par contre, je vais t'envoyer vers quelqu'un. Et ça, mais c'est ça en fait. Enfin, je veux dire, la question de base, c'est t'es venu faire quoi sur Terre, quoi? Ouais. Ah, j'adore. Ah ouais. J'adore le conseiller financier qui te dit la question de base, c'est t'es venu faire quoi sur Terre? C'est quoi ta mission? Bah ouais, bah attends, mais je veux dire, c'est quoi le pitch? Ouais. C'est quoi le pitch de ta vie? Ouais. Et tu te rends compte quand même. Alors, c'est quoi l'expression ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, Hein? ouais. Moi, je trouve ça génial, mais je veux dire, moi, chaque moment qui se passe, je me dis, ah putain, attends, c'est génial, putain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, ça, c'est top. On peut tout créer. Mhm. On vit dans alors, je vais faire grincer des dents, mais on vit dans la meilleure période humaine depuis la naissance de l'homme. On a énormément d'opportunités et de libertés, bien qu'on ait l'impression que, en réalité, il y a énormément d'espace pour expérimenter et notre société est terriblement diversifiée et complexe. Alors, on peut aimer ou pas aimer, on peut trouver qu'il y a des systèmes qui sont rigides ou trop laxistes, enfin, peu importe ce que tu en penses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais il y a de l'espace pour expérimenter, ça c'est sûr. Mais attends, un truc tout con. Est-ce que tu as connu, est-ce que tu as connu les encyclopédies Tout l'univers? Mm. S'il y en a qui ont connu ça, sans déconner, c'était des trucs, les parents achetaient ça une blinde limite à crédit à un moment donné, et quand tu avais des leçons à faire sur des sujets, Ouais. ben, en fait, tu ressortais tout l'univers comme ça et tu travaillais sur ton truc. Et, euh, et aujourd'hui, tu as Google, tu as les moteurs de recherche, c'est un truc de fou. Et un truc que tu ne comprends pas, tu as des gens qui font des tutos. Ah, je ne sais pas comment on fait ça. Ah, machin, bah, je vais regarder un tuto. Ah, bah, ça y est. Non, parce que je suis fier quand même. Ouais, tu as Une, fait ça avec un tuto. une trousse, s'il vous plaît, avec un tuto. Voilà. Et une machine à coudre de chez Lidl. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est génial, mais faites quelque chose de fun, quoi. Enfin, c'était quand la dernière fois que vous avez fait un truc pour la première fois? Mm. Je sais pas moi, aller sauter d'un avion, ça c'est un vrai kiff hein, pour ceux qui Ah, je suis posent pas la sûre que question, je kifferais. faites-le vraiment. Parce qu'en plus, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, Ah parce oui. que chaque personne qui se met à la sortie d'un avion. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub à Brienne Haut Parachutisme et nos amis Lionel et Anaïs, parce que c'est des gens qui sont formidables, qui sont vraiment dans la sécurité passionnelle et dans la passion sécuritaire et qui sont que dans le kiff. Et
Personne ne sait comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il se retrouve à la porte d'un avion. Personne ne sait tant que tu ne l'as pas fait. Et ouais. Et tu passes de la peur, parce que c'est quand même pas naturel de sortir d'un avion en bon état de marche, et tu passes de la peur au kiff en un claquement de doigts. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Donc ben voilà, c'était un exemple, mais je pourrais vous en donner plein d'autres des exemples. Génial. Je pense, Morgane, qu'on arrive doucement autour d'une heure. Je te propose qu'on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit et peut-être que dans une prochaine vidéo, on parlera un peu plus peut-être des règles du jeu. Est-ce que tu me permets une question, allez, la question qui fâche avant la fin, en sachant que de toute façon, ça ne va pas te fâcher. Et puis après, on fait une petite synthèse de tout ce qu'on a dit. Allez. Alors, faut-il aimer l'argent pour en avoir? Pas forcément. Faut-il aimer l'argent? Enfin, moi, avoir de l'argent en tant que tel, je m'en fous. C'est faire plein de trucs grâce à ça. Ouais, ça, c'est mon kiff. Ok, Pas forcément. super. Donc, il faut avoir des objectifs de à quoi ça te sert. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir de l'argent si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais. Chercher ta mission, où est-ce que tu investis. Regarder les cartes que tu as dans ta main, ça serait bête parce que si tu n'as pas vu que tu avais un jeu dans ta main pour jouer, ça va être complexe. C'est ça. On a parlé des cartes et de bien jouer même avec une mauvaise main. On a parlé de ça finalement avec les croyances qu'on a reçues de notre éducation, notre culture. On a même été gratté vachement loin avec les histoires du mariage, du patrimoine, l'origine de tout ça. On a fait un sacré tour. Hein. Et on a parlé en fait d'oser, tu vois. Alors je dirais pas qu'on est obligé de faire tapis à chaque tour, mais au moins oser jouer, oser entreprendre. Et y aller avec cette curiosité d'enfant chez toi, c'est très fort. Il y a cette fraîcheur-là et cette joie. Dès que tu parles d'entreprendre, en fait, tu te mets à pétiller, à gigoter. On sent en fait ton enfant intérieur qui dit yeah, on y va, c'est parti, ça va être trop cool, on va apprendre des trucs, on va faire des expériences. Donc, oser y aller. Et en fait, ça, c'est vraiment les bases pour remettre un lien sain avec l'argent et que l'argent soit au service de l'humain dans notre vie et pas qu'on parte dans un délire de vie où on devient l'esclave de l'argent et on court parce qu'il en faut pour boucler les fins de mois, etc. Parce que ça, c'est souffrant, peu importe combien il y a de zéro à la fin de ton mois, c'est souffrant pour tout le monde d'être dans ce type de posture. Donc, reprendre les rênes, c'est inverser ça et remettre l'humain au centre, comme toi tu le proposes dans tes accompagnements. Est-ce que tu as envie de compléter cette synthèse, Morgane? Allez, l'argent est une conséquence de vos actions. Waouh, l'argent est une conséquence. Je C'est pense pas que une fin en ça soi. y est, tu vas me faire cogiter tout le reste de la journée. Ouais. Je vais tester deux, trois expériences. Je vais aller crier dans le jardin et puis après, je regarderai mon compte en banque s'il a bougé. Tu penses que c'est autant rapide que ça? Exactement. Mais non, c'est vraiment ça. Il faut que ce soit en fait une conséquence. Il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Vraiment. Ouais, génial, hein. Puis, Génial. Il faut que ça soit. si tu en as, eh ben, c'est cool. Si tu n'en as pas, bah, c'est cool. Ce qu'il faut adapter ensuite, c'est la méthodologie et les actions et l'énergie qui va être. Comme l'action crée l'énergie, ben, en fait, il faut qu'il y ait un déclenchement qui amène à ça. Donc après on en parle. Hein. Après, on Ouais. échange. Voilà, il y a moyen de, il y a moyen de bien, il y a moyen de bien bosser. Mais c'est pour ça, je vais dire, allez-y, plein pot et faites-le avec passion. En fait, c'est ça le truc. Quelle que soit la chose que vous ayez envie de faire, quel que soit votre rapport aux choses et aux gens, l'argent n'est au final qu'un élément parmi tant d'autres. Voilà. Génial. Merci à Morgane pour ce super message qui redonne énormément de pouvoir aux gens et qui leur remet en fait des moyens dans leur vie. Ils vont pouvoir, vous allez vous tous pouvoir retrouver dans les liens ici de la vidéo en commentaire. Si vous avez envie de contacter Morgane, discuter avec lui, trouver son Facebook, trouver son site internet, il y aura toutes les infos à cet endroit-là. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi Aurélie, à bientôt et puis surtout n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, je suis là.
Avec plaisir. Salut. Salut, ciao. Nous voilà dans la deuxième partie de cette vidéo. Euh, pour cet exercice qui est un exercice d'introspection que je te propose de faire par écrit. Je te propose de suivre la suggestion de Morgane sur quelles sont mes cartes, hein, quel est l'héritage, les lignes de code, comme il disait très bien, sur les croyances en fait qu'on a héritées de notre famille, de nos parents, de notre environnement. Alors, je te propose de prendre une feuille et de faire déjà deux colonnes et de faire une colonne qui va être dédiée à l'héritage maternel et à toute la lignée en fait maternelle. Donc, au plus loin que tu peux remonter parce que tu as connu, vécu ou que tu as connaissance des histoires de famille, ben fais-le, ça sera enrichissant. Et l'autre colonne va être dédiée à l'héritage paternel et évidemment toute la lignée paternelle et tout ce que tu sais de cette histoire et notamment autour du rapport à l'argent. Donc, dans un premier temps, je t'invite à te souvenir. Qu'est-ce que tu as reçu comme information, comme injonction, comme phrase? Qu'est-ce que tes parents disaient à propos de l'argent? De bien différencier qu'est-ce qui était dit par l'un et par l'autre, parce qu'on peut avoir des cultures très différentes. Pour certains d'entre vous, peut-être ça sera homogène. Pour d'autres, des fois, ça peut être très différent, comme Morgane en parlait en donnant son propre exemple. Donc, je t'invite à noter qu'est-ce que tu as entendu comme phrase très classique, mais aussi le type de relation affective que tes parents pouvaient avoir avec l'argent. Est-ce que c'était des gens qui aimaient en avoir, qui n'aimaient pas, qui trouvaient que l'argent pourrissait les mœurs, est-ce que c'était des personnes qui aimaient avoir de l'argent mais il fallait pas que ça se sache? Est-ce que c'était des personnes qui aimaient que ça se voit? Est-ce qu'on était dans la catégorie de ceux qui n'en ont pas forcément, mais qui font semblant que ça se voit? Bref, je t'invite à partir un peu en mode enquête et à te souvenir. Tu peux y aller en plusieurs fois, tu pourras revenir dessus, hein, sur cette feuille. Mais déjà, noter en fait toutes les lignes de code, tu peux appeler ça croyance, tu peux appeler ça ligne de code, qui te viennent de tes parents, du côté paternel et du côté maternel. Une fois que tu penses que tu as à peu près fait le tour, je t'invite à créer un nouvel espace, une nouvelle colonne, et je t'invite à écrire qu'est-ce que tu as vu, observé de tes propres yeux comme étant le fonctionnement lié à l'argent dans ta famille. Est-ce que, par exemple, quand tu étais enfant, tu voyais tes parents, préparer l'argent pour payer le loyer? Est-ce que tu voyais, tes parents discuter d'argent? Et si oui, est-ce que c'était des discussions agréables? Est-ce que c'était des discussions qui généraient du stress, des conflits? C'est souvent un grand sujet de conflit, dans les familles. Bref, comment tu les as vus fonctionner? Est-ce que l'argent avait une utilité? Est-ce que ça avait un but pour eux? Est-ce que ça permettait plus de liberté, plus de loisirs? Est-ce que ça était associé à un pouvoir, à un standing, à une appartenance sociétale? Bref, prends vraiment un état d'esprit d'enquête et replonge-toi dans tes souvenirs d'enfance et essaye d'observer ça vraiment comme si tu essayais de décrire une ambiance, un contexte autour de l'argent et tu verras qu'il va sortir énormément de choses. Euh, et une fois que tu as listé tous ces fonctionnements et toutes ces croyances, si tu veux pousser encore plus loin, tu peux créer une troisième case pour écrire en fait qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement, qu'est-ce que tes parents t'ont appris par rapport dans le concret, dans le pratico-pratique, par rapport à ta gestion financière, par rapport à ton rapport à l'argent. Est-ce que tes parents ont pris un temps en fait pour t'apprendre la valeur de l'argent en te faisant travailler, en te donnant de l'argent de poche? Est-ce que c'était un système de récompense? Est-ce qu'il y avait du travail derrière? Est-ce qu'on t'a appris à gérer ton argent quand tu t'es émancipé ou en vue de quand tu allais t'émanciper? Bref, je t'invite à écrire toutes ces choses
Et tu verras qu'en fait, ça va être très, très, très vaste. Et ensuite, si tu veux, tu peux déjà laisser poser parce que il y a de fortes chances que tu te rendes compte et que tu prennes conscience de certains fonctionnements liés à l'argent et peut-être même liés aussi à l'affectif. Comme Morgane l'a bien dit en fait dans cet entretien, on peut se rendre compte que des fois, il y a une couche d'affect qui vient par-dessus l'argent et que ça peut poser des complexités supplémentaires. Donc, quelle place pouvait avoir l'affect en lien avec l'argent? Et peut-être tu vas comprendre certaines choses. Personnellement, j'ai fait l'exercice. Je vais te montrer ma feuille. Tu vois, c'est là. Et ben, j'ai compris qu'il y avait des enjeux en fait dans le couple de mes parents quand j'étais enfant et qui avaient à voir avec des systèmes de croyances qui se répondaient. Et tu verras que peut-être ça peut être très intéressant, notamment par exemple le fait, ça c'est peut-être un classique, mais peut-être que moi ça sortait dans mon exercice. Le côté paternel, il y avait le côté de quand on a de l'argent, on met en sécurité. Et puis il y avait quelque chose du côté maternel qui disait de l'ordre de si on me donne de l'argent, on m'aime, du coup on me met en sécurité, tu vois. Et tu vois, c'est la frontière avec l'affect, elle est très fine. Donc, je t'invite à faire ça. Tu verras, quand tu vas lister ces choses, il y a des choses que tu n'as pas envie d'y croire, dans le sens que tu n'as pas envie de toi continuer à fonctionner comme ça. Donc, dans un premier temps, eh ben, tu peux tout simplement barrer toutes celles qui ne te conviennent pas. Tu peux choisir de surligner celles qui te plaisent. Et après, ben, il y a plein de possibilités pour aller plus loin dans le travail des croyances, mais au moins tu les auras identifiées. Une fois que tu as identifié les croyances, celles que tu veux voir partir, il faut que tu identifies les bénéfices secondaires. Donc, si tu arrives à le faire seul, tant mieux. Si tu as besoin d'aide, eh ben, je suis là. Peut-être qu'on pourra même en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as fait cet exercice, si tu as compris des choses, si ça t'a éclairé, si ça te donne des pistes et si tu as d'autres sujets ou des questions que tu aimerais poser à moi ou à Morgane pour la suite. Voilà, je te souhaite une très belle digestion de toute cette information et à très bientôt. Pense à t'abonner, peut-être même mettre la notification, comme ça tu sais quand il y a des nouvelles vidéos. Et évidemment, bah, c'est toujours le même truc, c'est que sur YouTube, on est référencé en fonction des likes. Donc si tu as aimé, bah, n'hésite pas à partager, à envoyer cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, que ça pourrait l'aider actuellement dans la situation dans laquelle il est. Et n'hésite pas à mettre juste un petit pouce levé, ça permet juste d'être plus facilement vu et découvert par des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu. Salut!